Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Du même auteur. Aux éditions Errance et Actes Sud, Errance. Les Alains avec V. Kuznetsov, 2e édition 2005, édition turque Alanlar Istanbul. Les chrétiens disparus du Caucase avec V. Kuznetsov, 1999. Armes et guerriers barbares, 2001. Les Scythes, 2e édition 2011. Les Sarmates, 2002. Les Nomades, 2e édition 2003. Les Cosaques, 2004. Les Cimériens, 2004. Traduction et présentation de Ketagourov, Costa, OSSOBA, essai ethnographique avec Elaris Janayeva, 2005. Les Indo-Européens, 2e édition 2006, édition italienne, Gli Indo-Europei Milan, 2011. Les Sas, 2006. De l'épécite au sabre mongol, 2008. Les Amazones, 2009. Les Tamgas, une héraldique de la steppe, 2011. Le dossier Attila, 2007 avec K. Escher. Aux éditions Terre Noire. Histoire des Cosaques, 1995. Aux éditions L'Harmattan. Le Prince Igor, 2001. Introduction et commentaires de Guillaume Levasseur de Beauplan, description d'Ukranie, 2002. Ukraine, me Histoire en question, 2008. Site Sarmat et Slave, 2009. Skoropadsky et l'édification de l'État ukrainien, 1918-2010. La Constitution ukrainienne de 1710-2010. Armes et guerriers du Caucase, 2008. Témoignages anciens sur les Tcherkesses, 2009. Conte populaire Ossète, avec Elaris Janayeva, 2010. Aux éditions du Portail. Les armes cosaques et caucasiennes, 1990. Les armes orientales, 1992. Le catalogue de la collection d'armes de l'empereur de Russie Alexandre II, 1993. Les armes traditionnelles de l'Europe centrale, 1996. Aux éditions Lem édite. Sarmat et Alain face à Rome, 2010. La campagne d'Attila en Gaule, 451 APR. JC 2011. Remerciements. Une grande partie des données exposées ici a été rassemblée au fil des travaux conduits dans le cadre du Cercle de recherche GALLIASARMATIA, depuis sa fondation en 1993. C'est l'occasion de remercier tous ceux qui s'y sont associés et continuent à le soutenir. Nous souhaitons également exprimer notre reconnaissance à nos collègues Katalin Escher et Michel Kazanski, qui nous ont à diverses reprises procuré une documentation précieuse, ainsi qu'à Jean-François Garnier pour avoir permis la publication des lames à encoche de Sainte-Livrade-sur-Lot. Car l'afflux des steppes a marqué les Gaules de son empreinte, son influence. Y fut grande, on ne le sait pas assez. Édouard Salin, 1950. Introduction. La fin de la période romaine et les grandes invasions des 4e-5e siècles ont été marquées par la pénétration et l'installation en Gaule de groupes barbares d'origine et de statuts divers. Nombre d'entre eux se sont établis définitivement dans le pays et comptent parmi les ancêtres des Français. Les plus connus sont évidemment les Francs, dont le nom a finalement remplacé la vieille appellation des Gaulois. Les Burgondes, les Bretons insulaires, ont de même rebaptisé les vastes portions de l'ancienne Gaule qu'ils ont occupées et réorganisées. Les Wisigoths d'Aquitaine ont laissé un souvenir, au moins local. Même les Huns et Vandales, dont la présence en Gaule a été très brève, se sont inscrits dans la mémoire historique à raison des méfaits qui leur étaient prêtés. Les Sarmates et Alains, cavaliers de langue iranienne venus des steppes ukréno-russes, de la plaine hongroise et du Caucase septentrional, n'ont pas laissé de souvenirs aussi forts. L'implantation et l'action en Gaule de ces intrus exotiques avaient pourtant été très remarquées en leur temps. Au début du 5e siècle, des dizaines de colonies sarmates étaient éparpillées dans tout le pays. Les Alains furent les acteurs principaux de la grande invasion de 407 à 409. Dans les années 440, il y avait au nord de la Loire un véritable royaume alain, avec Orléans pour capitale. Au moment de l'invasion d'Attila en 451, Sarmat et Alain contribuèrent à la défense de la Gaule,
et les Alains de la Loire prirent une part aussi controversée que décisive à ces événements. Assez naturellement, ces peuples ont moins intéressé la science et le public en France et dans le reste de l'Occident qu'en Europe orientale, où les Slaves se sont longtemps crus descendants des Sarmates et où vivent encore aujourd'hui les Ossètes, derniers héritiers linguistiques des Alains. Pourtant, la question de leurs traces et de leur influence en Gaule intrigue depuis longtemps divers spécialistes et amateurs. Nous verrons le rôle des érudits locaux dans ces recherches, historiens, archéologues, toponymistes, anthropologues, folkloristes. Au XIXe siècle et bien plus tard, on a hardiment cherché les descendants des cavaliers des steppes sur la base du type physique et même du caractère, mais aussi de certaines pratiques culturelles comme la déformation, le modelage, du crâne des enfants. La piste toponymique a été explorée assez tôt et a livré un matériel abondant, bien que toujours controversé et d'utilisation délicate. Au XXe siècle, l'archéologie a recherché les vestiges matériels des Sarmato-Alains de Gaule. Les travaux sur ce thème reflètent d'ailleurs bien, non seulement l'enrichissement de la connaissance au fil des découvertes et le progrès général de la discipline, mais aussi des effets de mode et des inflexions idéologiques. Dans la première moitié du XXe siècle, on a souvent cru pouvoir assigner une étiquette ethnoculturelle précise aux trouvailles. Dès 1930, L. Franchet avait proposé d'associer aux Alains de la Loire toute une série de boucles en bronze provenant des environs de Vendôme et de Blois. Le monumental ouvrage de Salin sur la civilisation mérovingienne, 1950 à 59, attribue sans hésitation divers objets et ensembles archéologiques de France aux Sarmates et aux Alains, comme d'autres aux Burgondes, Visigoths, Saxons, sans parler évidemment des Francs et Alamans. Au cours des dernières décennies, les archéologues sont devenus beaucoup plus prudents sur ces questions, au point parfois de douter de la possibilité même de telles identifications. Cette attitude était motivée, non seulement par la prise de conscience du caractère composite de beaucoup de peuples et de cultures de l'époque des grandes invasions, mais aussi par la mise en cause des interprétations traditionnelles, de l'impact voire de la réalité humaine de ces dernières. Du coup, les éléments sarmato-alains disparaissaient dans des catégories plus vagues de traditions ou de vestiges orientaux ou danubiens. Il nous semble aujourd'hui que les réserves et les précautions nécessaires n'excluent pas les tentatives d'attribution ethnoculturelle précises, d'autant que les connaissances sur les Sarmato-Alains n'ont cessé de progresser grâce aux recherches effectuées en Europe orientale et centrale. Les termes de comparaison sont à la fois plus nombreux et plus fiables que ceux dont on disposait il y 100, ou même 50 ans. La synthèse de toutes ces données sur les Sarmates et Alains en Gaule n'avait jamais été faite. L'ouvrage fameux de B. Bachrach, A History of the Alans in the West, 1973, a un cadrage différent puisqu'il se limite aux Alains mais les étudie dans tout l'Occident romain. En Russie, différents auteurs ont tenté un recoupement des sources historiques, toponymiques et archéologiques, mais avec des erreurs et des exagérations qui en rendent les conclusions douteuses. Le présent ouvrage est ainsi, à notre connaissance, le premier exposé complet sur ce thème. Nous avons voulu livrer au public le maximum d'informations de toute nature, ainsi que des éléments d'interprétation et de discussion. Ce travail nous paraît utile à un moment où l'intérêt pour les Sarmato-Alains dépasse les seuls cercles de spécialistes. Des expositions, des publications ont popularisé leur nom, et même le grand public, depuis un ridicule film historique de 2004, Le Roi Arthur d'Afuka, a entendu parler des théories qui font d'eux les précurseurs des chevaliers médiévaux et les créditent d'apports conséquents à la légende arthurienne. En France, cet intérêt est plus grand encore dans les localités où leur présence est supposée. Un bon indice en est le nombre croissant de lieux, d'établissements ou d'équipes sportives qui portent le nom des Sarmates. Mode d'emploi. Le livre est organisé en 3 grands chapitres. Le premier est un rappel des faits, basé sur les sources des 4e-5e siècles et certains textes, notamment hagiographiques, plus tardifs. Le second présente les vestiges archéologiques qui peuvent, avec une certaine vraisemblance, être attribués aux Sarmates et Alains de Gaule, mais aussi ceux qui leur ont été faussement associés, parce que ces erreurs peuvent être instructives. Le troisième rassemble les éléments d'ordre linguistique et culturel, la part principale revenant au débat sur les toponymes supposés contenir les noms des Sarmates et Alains, voire des mots de leur langue. Par commodité, les illustrations ont été regroupées en planches à la fin du volume. Les chiffres romains entrecrochés dans le texte renvoient au numéro de ces planches, place.
I place 2, etc. Nous avons tenté d'illustrer la plus grande partie de ce qui est évoqué dans l'ouvrage. De ce fait, on y trouvera divers objets faussement ou très hypothétiquement attribués aux Sarmato-Alains. Leur présence ici n'implique pas que nous reprenons ces hypothèses à notre compte. Note terminologique. Dans cet ouvrage, le nom de Gaule est pris dans sa plus grande acception, comme désignant l'ensemble des territoires compris entre l'Atlantique, la Manche et la mer du Nord, le Rhin, les Alpes, la Méditerranée et les Pyrénées. Il s'agit donc essentiellement de la France actuelle, avec certaines régions limitrophes en Allemagne occidentale, en Italie et en Suisse. Au début du Ve siècle, ce territoire était partagé entre deux diocèses, celui des Gaules au nord et celui des 7 provinces au sud, divisés chacun en plusieurs provinces. Diocèse des Gaules. Germanie première. Germanie seconde. Belgique première. Belgique seconde. Lyonnaise première. Lyonnaise seconde. Lyonnaise troisième. Lyonnaise quatrième Senonaise. Grande Séquanaise. Alpes-Pennines et Grès. Diocèse des 7 provinces. Aquitaine première. Aquitaine seconde. Viennoise. Narbonnaise première. Narbonnaise seconde. Novem Populani. Alpes-Maritimes. Le tout était placé sous l'autorité du préfet du prétoire des Gaules, dont la compétence administrative s'étendait également au diocèse de Bretagne, la Bretagne insulaire et d'Espagne. Carte place. I. Données historiques. La présence en Gaule et le rôle militaire des Sarmato-Alains sont attestés par des sources du IVe et surtout du Ve siècle. Nous les resituerons dans leur contexte historique général, avant de présenter en détail les données concernant les colonies de Sarmates gentiles puis celles relatives à l'installation des Alains lors des grandes invasions. 1. Les Sarmates et Alains jusqu'au Ve siècle. Nous ne pouvons retracer ici toute la riche histoire des Sarmates et Alains, jusqu'à la période qui a vu leur installation en Gaule. Nous nous bornerons à rappeler certains faits essentiels pour présenter ces peuples et leur culture, et éclairer la suite de notre exposé. Sarmates et Alains appartenaient à la vaste constellation des peuples scythiques, qui dominèrent, dans l'Antiquité, de grandes parties des steppes eurasiatiques. Ces cavaliers nomades, de type europoïde, parlaient des langues de la branche iranienne de la famille indo-européenne, ce qui ne veut pas dire qu'ils venaient de l'actuel Iran, comme on le lit trop souvent dans les travaux de vulgarisation. Leur culture s'inscrivent plus largement dans le cadre d'une vraie civilisation des steppes, portée aussi par d'autres groupes de population, notamment ceux de langue altaïque. Cette civilisation nomade et pastorale, mode d'exploitation spécialisé d'un environnement particulier, s'est formée au tournant des îles et premiers millénaires AV. JC sur un immense espace allant de l'Ukraine à la Chine du Nord. Des 8e-7e au 3e siècle AV. JC, les principales cultures nomades de la steppe eurasiatique présentent une grande homogénéité. On parle d'un stade scythe, illustré en Ukraine par les Scythes au sens strict, en Asie centrale par les Sas-Saka, en Sibérie méridionale et Mongolie occidentale par des populations de même origine. À cette époque, les sources signalent en Russie méridionale, entre les domaines Scythes et Sas, le peuple des Sauromates, ancêtre au moins partiel des Sarmates. Au IIIe siècle AV. JC, la fin de la période Scythe est marquée par l'expansion à partir de la Mongolie des Xiongnu, représentant de nouveaux ensembles nomades à dominante mongoloïde et de langue majoritairement altaïque, turco-mongole, et dans l'ensemble de la steppe par divers mouvements migratoires, dont celui des Sarmates. Issus des Sauromates et de tribus apparentées venues de l'Est, les Sarmates remplacèrent les Scythes en Ukraine entre le IIIe et le 1er siècle AV. JC, leur avant-garde poursuivit son chemin vers l'ouest, se heurta aux Daces de l'actuelle Roumanie et entra en contact avec le monde romain sur le Danube. À cette époque comme plus tard, les Sarmates étaient un ensemble de tribus ou de confédérations tribales indépendantes, un peu sur le modèle des Koumans médiévaux ou des Turkmènes modernes. Au 1er siècle de notre ère, la plus occidentale de ces tribus, celle des Yaziges, s'installa dans la plaine hongroise en accord avec Rome. Au 1er siècle également, les sources romaines commençaient à mentionner la présence et l'activité guerrière d'un nouvel ensemble nomade, celui des Alains.
La science actuelle n'est toujours pas en mesure de déterminer si ces premiers Alains étaient une nouvelle formation tribale sarmate, ou une autre population nomade iranophone venue d'Asie centrale, ou encore une élite intertribale de guerriers qui se serait imposée à divers groupes sarmates. Ils étaient apparemment porteurs de diverses innovations culturelles d'origine centra-asiatique, la cavalerie de lanciers cuirassés, l'emploi des tamgas, signes héraldiques abstraits, un nouveau style décoratif à or et turquoise. Mais ils sont par ailleurs indissociables de l'ensemble sarmate au sens le plus large du terme. Le premier foyer des Alains était la région du cours inférieur du Don, en Russie méridionale. De là, ils organisèrent des campagnes de pillage vers l'ouest jusqu'au Danube, vers le sud au-delà du Caucase. Comme l'expose Ammien Marcellin à la fin du IVe siècle, ils alanisèrent divers peuples des steppes, dont une grande partie des tribus sarmates. Les 1er et 2e siècles correspondent à l'apogée de ce monde nomade sarmato-alain, qui s'étendait alors du Danube à l'Oural. Au tournant des 2e et 3e siècles, cet espace fut coupé en deux par l'installation en Ukraine et Moldavie-Valachie des Goths, Germains orientaux sédentaires. À la fin du IVe et au début du Ve siècle, il tomba entièrement sous la domination des Huns, représentants de cette vague de nomades asiatiques, de langue probablement altaïque, venus de l'Est et qui refoulaient progressivement les peuples scythiques. À l'éveil de ces invasions hunniques, il existait donc deux noyaux sarmato-alains principaux. L'un dans la plaine hongroise, l'autre entre les cours inférieurs du Don et de la Volga et le nord du Caucase. Le premier, celui de la Sarmatie danubienne, avait été fondé par les Yaziges. Bien que les sources ne soient pas toujours claires, il semble que d'autres populations sarmates, Roxolans, et peut-être des Alains aient pénétré ensuite dans la plaine hongroise. Au IVe siècle, les Romains connaissaient dans la région plusieurs groupements tribaux sarmates désignés par de nouveaux noms ou sobriquets, dont les Argaragantes qui auraient été les maîtres, et les Limigantes, leurs esclaves. Il s'agit respectivement de tribus dominantes et soumises. Les textes et l'archéologie montrent que ces sarmates avaient d'étroits contacts, se traduisant par des influences culturelles mutuelles, avec les peuples germaniques voisins. Ils avaient commencé à se sédentariser dès le IIe siècle. Ils restaient néanmoins un peuple de cavaliers. Dans le second noyau, celui de Russie méridionale et du Caucase septentrional, les sarmato-alains demeuraient majoritairement des nomades, vivant dans des chariots et des tentes, élevant surtout chevaux et moutons. Il existe cependant des témoignages sporadiques de sédentarisation. 2. Les sarmato-alains et Rome. Un point important, dans la perspective de notre sujet, est la question des relations entre Rome et les sarmato-alains. Elles peuvent être qualifiées d'agitées. Comme d'autres barbares frontaliers, les sarmato-alains étaient tantôt des ennemis, tantôt des alliés ou une ressource militaire pour l'armée impériale. Le front sarmato-romain principal était celui du Danube. D'innombrables guerres sarmates eurent lieu sur ce fleuve frontière du 1er au 4e siècle, et plusieurs empereurs des 3e et 4e siècles reçurent le titre de Sarmaticus, vainqueur des Sarmates, ou Sarmaticus Maximus. Du côté de leurs territoires orientaux, les Romains durent affronter notamment le grand raid alain de 135 en Cappadoce. L'armée romaine put ainsi faire l'expérience des talents de guerriers et surtout de cavaliers des nomades. À partir du début de notre ère, sur un modèle connu antérieurement en Asie centrale, les sarmato-alains avaient ajouté à la cavalerie légère d'archers montés, traditionnelle dans les steppes, une cavalerie lourde de lanciers cuirassés, dont l'arme principale était la lance longue. Les Romains adoptèrent toute la panoplie de ces combattants d'élite, jusqu'à leur enseigne manche à air serpentiforme à tête de monstre, mais ils enrôlèrent aussi directement des unités sarmates. Le premier recrutement important eut lieu en 155. Les Sarmates Yaziges de Hongrie, vaincus par Marc Aurèle, durent lui fournir 8000 cavaliers, dont 5500 furent envoyés en garnison en Bretagne insulaire. Jusqu'au 5e siècle, les sources attestent l'emploi de troupes sarmates, et aussi l'installation en territoire romain de colonies de Sarmates vaincus ou ralliés. En 334, l'empereur Constantin aurait même accordé l'asile à 300 000 Sarmates danubiens, chassés par une révolte de leurs tribus vassales qu'ils avaient armées pour lutter contre la poussée vers l'ouest des Goths, Anonyme Valésien, VI 32. Le recrutement d'Alain, lui, ne commença que plus tard, au moment de leur entrée massive en territoire romain lors des invasions hunniques.
L'irruption des Huns dans les steppes d'Europe orientale, dans les années 370, mit en route la première vague de ce qu'il est convenu d'appeler les grandes invasions. Après les Alains du Don, les Goths orientaux d'Ukraine, ostrogoths, furent vaincus par les Huns en 375. L'année suivante, leurs cousins de Moldavie-Valachie, Visigoths, gagnés par la panique, demandèrent et obtinrent asile en territoire romain, où, maltraités par les autorités locales, ils se révoltèrent. Ils furent alors rejoints au sud du Danube par une horde polyethnique composée d'Ostrogoths, d'Alains et de Huns. En 378, tous ces barbares coalisés infligèrent la catastrophique défaite d'Andrinople à l'armée romaine orientale, et l'empereur Valens lui-même périt sur le champ de bataille. Après cela, ils négocièrent des traités leur garantissant terres et subsides en échange de leurs services dans les troupes impériales. Tantôt alliés, fédérés, tantôt révoltés, ils furent par la suite un facteur militaire et politique très important dans la vie de l'Empire. En ce qui concerne plus particulièrement les Alains, ils furent probablement installés en 380 dans les provinces pannoniennes, à l'ouest du grand coude du Danube, par l'empereur d'Occident Gratien avec leurs camarades ostrogoths et Huns. Zosime 4, 34, 1-2, Jordanes Gética 27, 141. Une seconde vague d'Alains, numériquement plus importante, partit vers l'Occident en 406 et participa, avec les Vandales et d'autres, à la grande invasion des Gaules en 407 à 409. Ces mouvements sont peut-être une conséquence du déplacement du centre de la domination hunnique, des steppes ukrainiennes vers la plaine hongroise, si ce transfert s'est bien produit au début du Ve siècle, au Menschen-Elfen 1973, E. de Mougeot 1969 à 1979, Ibona 2002. La présence de Sarmates et d'Alains en Gaule, au Ve siècle, s'inscrit donc dans une longue histoire de contacts et en reflète deux volets différents. Les colonies sarmates relèvent encore de la tradition d'établissement de petits groupes barbares par l'autorité impériale. Les Alains, au contraire, sont déjà de ces groupes nombreux de fédérés avec lesquels le pouvoir romain affaibli a dû négocier des accords. 3. Les colonies sarmates de Gaule. Tant pis donc, pour l'image romantique du barbare, œil rapace et torche au poing, c'est le pouvoir romain qui a installé des sarmates en Gaule. L'existence de nombreuses colonies sarmates sur le sol gaulois est documentée par des sources irréfutables des IVe et Ve siècles. Les conditions de leur formation et leur histoire en Gaule sont malheureusement obscures, et leur statut pose certains problèmes. Formation. Comme on le verra en détail plus loin, la source la plus précise sur les sarmates de Gaule est la célèbre Notice des dignités, Notitia Dignitatum Imperii Romani, qui constitue une sorte d'annuaire militaire et administratif des deux parties de l'Empire romain. La situation qui y est décrite correspond au règne d'Honorius en Occident, 395 à 423, la rédaction pouvant dater du début du Ve siècle. On dispose cependant d'une mention légèrement antérieure, dans le poème d'Ozone la Moselle, Idylle X. Ozone, mort en 394 5e, mentionne les champs mesurés naguère aux colons sauromates, Arvax Soromatorum nupe metata colonis, nous suivons la traduction habituelle mais la construction est curieuse, lit, et les champs des sauromates naguère mesurés à des colons, ou, et les champs naguère mesurés aux colons des sauromates. Les sauromates ne peuvent guère être dans le contexte du IVe siècle, que des sarmates. Cette forme ancienne puisée dans les auteurs grecs était parfois utilisée en littérature, notamment pour des raisons de versification. Ce qui est intéressant, outre la localisation de ces champs dont nous reparlerons, c'est le caractère récent d'après le poète, de leur attribution. Les sens donnés par les dictionnaires pour l'adverbe nuper sont « naguère »,« nouvellement »,« dernièrement »,« récemment ». Faut-il traduire cela en années, en décennies ? En outre, il ne s'agit ici que d'un groupe particulier de sarmates, en Gaule orientale, et ce que dit Ozone ne peut être généralisé à l'ensemble des colonies attestées par la notice des dignités dans d'autres régions. Il est évidemment tentant de mettre en relation l'apparition de sarmates en Gaule avec l'émigration, réputée massive, des tribus dirigeantes des sarmates danubiens en 334. Même si les sarmates recueillis à cette date par Rome furent installés d'après nos sources, dans les Balkans, petites cités aux bouches du Danube, Thrace, Macédoine et en Italie, on peut imaginer qu'une partie d'entre eux fut redéployée ensuite en Gaule. Mais ce n'est qu'une hypothèse. Compte tenu de la fréquence des guerres sarmato-romaines,
Les empereurs avaient de nombreuses occasions de recruter des Sarmates capturés ou vaincus. Ce fut notamment le cas en 359, au moment où les Sarmates limigantes demandèrent qu'on les installe en territoire romain, même dans des provinces éloignées, où ils pourraient recevoir des terres comme colons et accepter le nom et le fardeau des tributaires. Ammien Marcellin 19, 11,6. Selon Abarbero 2009, cette date est la plus vraisemblable pour l'installation en Gaule de Sarmates et des Taillefels avec lesquels ils cohabitaient plus tard dans le Poitou, confère Infra. Néanmoins, la suite du texte d'Ammien Marcellin, 19, 11,10-15, montre que les pourparlers entre l'empereur et les Sarmates entraînèrent un massacre de ces derniers plutôt que leur transfert. Selon saint Jérôme, à Ageruccia, lettre CXXII 15, des Sarmates, distincts des Alains dont nous parlerons plus loin, auraient participé à l'invasion des Gaules en 407. L'énumération de peuples barbares qui figure dans ce texte est évidemment un procédé littéraire, ce qui ne veut pas dire qu'elle est imaginaire, il est Bedinsky, des Sarmates. 2009. Certains de ces Sarmates auraient pu, comme les Alains de Goar, passer au service du gouvernement romain occidental. Ces incertitudes sur la date d'établissement en Gaule des Sarmates empêchent l'identification de ces derniers. L'ethnonyme Sarmate a plus de chances de s'appliquer à des Sarmates de la plaine hongroise. C'est avec ces derniers que les Romains avaient eu le plus de rapports et de heurts jusqu'au événement de 376 et surtout de 407. Les tribus nomades d'Europe orientale étaient plutôt cataloguées comme « Alains ». Les Sarmates sédentarisés de Hongrie étaient aussi les plus faciles à fixer au sol, puisqu'il avait déjà des traditions agricoles et pouvait cultiver ou faire cultiver les champs évoqués par Ozone et qui devaient assurer leur subsistance. Localisation. La notice des dignités mentionne un certain nombre d'unités de cavalerie et de colonies sarmates dans la partie occidentale de l'Empire. Un cuneus à Bremetenacum, Ribchester en Angleterre, une ala, aile de cavalerie à Senae Mandrorum près de Thèbes en Égypte, et surtout une série de préfectures de Sarmates définies comme gentiles en Italie du Nord et en Gaule. Nous reviendrons plus loin sur ce statut de gentile. On peut retenir pour l'instant qu'il s'agit de populations étrangères, non romaines, mais il convient d'abord de voir dans quelle mesure la notice permet de situer les Sarmates sur le territoire gaulois, place 2. Le texte énumère 6 préfectures, mais il est malheureusement coupé au début du 6e nom. Les mentions elles-mêmes sont plus ou moins claires. Praefectus Sarmatarum Gentilium et Taifalorum Gentilium Pictavis in Gallia. La traduction est simple. Le préfet des gentiles Sarmates et des gentiles Taifels à Poitiers en Gaule. Les Sarmates se trouvent ici associés à des Taifels, peuple danubien très mal connu que l'on classe habituellement parmi les Germains orientaux. Comme les Sarmates, ils étaient tantôt alliés, tantôt ennemis de Rome, et certains combattaient dans l'armée impériale. On sait, d'après une source byzantine du XIe siècle, qu'après une guerre en 329 à 330, Constantin II installa des prisonniers Taifels en Grande Phrygie, Siméon Métaphraste, vie de Saint Nicolas 17. Après 377, le général romain Frigeridus établit d'autres vaincus de même origine en Italie, à Modène, Reggio et Parme. Comme dans le cas des Sarmates, ces sources sont muettes sur la Gaule mais permettent d'imaginer très généralement une installation au cours du IVe siècle. On traduit habituellement Pictavis par à Poitiers, plutôt que dans le Poitou, l'ancien territoire des Pictones. Il ne s'ensuit pas que tous les Sarmates en question aient été cantonnés à Poitiers même, qui était seulement le siège de leur préfet. La comparaison avec les autres préfectures montre bien qu'il s'agissait de commandements regroupant diverses colonies qui pouvaient être éparpillées. Praefectus Sarmatarum Gentilium Acora Parisio Usque. Cette mention a donné lieu à des interprétations curieuses, Cora étant apparemment compris par certains comme le terme grec désignant le territoire qui entoure une ville, la Chora, Cora, en l'occurrence celle de Paris. En réalité, il s'agit de la Cure, affluent de l'Yonne, et plus précisément du camp fortifié romain de Cora situé sur cette rivière. Ce camp, dont subsiste un rempart de 250 mètres de long flanqué de 7 tours, protégeait une portion de la voie d'Agrippa, la route de Lyon à Boulogne qui passait par Autun. La forme Acora Parisio Usque est parfaitement claire, et l'on traduira donc le préfet des gentiles Sarmates de Cora à Paris. Ici, comme dans les deux cas suivants, le texte définit une zone à l'intérieur de laquelle devait se trouver une série de colonies sarmates subordonnées à un même préfet.
Praefectus Sarmatarum Gentilium inter Rhenos et Tambianos Provinciae Belgicae Secundae. Les commentateurs sont unanimes à rétablir inter Remos et Ambianos. On a donc le préfet des Gentiles Sarmates entre Reims et Amiens de la province de Belgique seconde. Praefectus Sarmatarum Gentilium Peser Tractum Rhodunensem et Alonorum. Cette mention est la plus mystérieuse. Un tractus était une zone soumise, indépendamment du découpage provincial traditionnel, à un commandement militaire particulier. L'exemple le plus connu en Gaule est le Tractus Armoricanus et Nervicanus, en Gaule du Nord-Ouest, dont nous reparlerons à propos des Alains. Ici, le Tractus Rhodunensis semble renvoyer au nom de la ville de Roanne, Rhodumna au IIe siècle, Roidomna au IVe siècle. De Mougeot, 1969-79, a cependant proposé Rotomagus, Rouen, à Vincent, 1937, Routhény, Rodé, et C. Julian avaient envisagé avant d'y renoncer, Redonne Rennes, avec Alona, à Laume près de Valogne. On pourrait envisager aussi un Tractus Rhodanensis le long du Rhône. Une autre possibilité est que le nom soit coupé et qu'on doive lire PER Tractum Castrodunensem. Castrodumnum pourrait alors désigner Châteaudun en Eure-et-Loire, mais aussi Saint-Florentin dans l'Yonne, dont c'était l'ancien nom. La formule et Alonorum est également problématique. Ce peut être une coquille pour et Alanorum, et des Alains. La ressemblance avec la forme Alaüioi Skaitai figurant une fois dans Ptolémée doit être une coïncidence. Faut-il alors comprendre que cette préfecture associée des Sarmates et des Alains, tout comme dans le Poitou, la première cité combinée colonie Sarmate et Taillefels? On peut l'admettre, même si l'on ne connaît pas par ailleurs d'autres gentils Alains. L'autre possibilité est que le terme ait été, comme bien d'autres de cette liste, estropié. On a proposé Velonorum, des Vélaves, Vélavie, Velonie, tribu gauloise qui a laissé son nom au Velay. Il faut signaler enfin l'hypothèse émise indépendamment par V. Durand, 1876, et Alongnon, qui proposait de lire PER Tractum Virodunensem et Catalonorum, ce qui renverrait à la région de Verdun et Châlons mais nécessite une réflexion radicale du texte. Dans l'ensemble, l'hypothèse roannaise est celle qui nécessite le moins de corrections par rapport à la source. Eufoumial, 1973, s'est efforcé de lui trouver une confirmation toponymique, confère Chap. 3 place. 24. Praefectus Sarmatarum Gentilium Lingonas. Le préfet des Gentiles Sarmates à Langres. Comme dans le cas de Poitiers ci-dessus, il faut imaginer plusieurs établissements de Sarmates subordonnés à un même responsable, siégeant lui-même à Langres. Praefectus Sarmatarum Gentilium au. La dernière mention de la notice est estropiée. Certaines éditions restituent de façon plus ou moins affirmative le nom d'Augustodunum, Autun. Autun figure ailleurs dans le texte à propos des fabriques d'armement qui y étaient installées. Augustoduanensis Loricaria, Ballistaria et Clibanaria, armure, artillerie et équipement pour la cavalerie lourde, et Augustoduanensis Scutaria, bouclier. Cela fait assurément de la ville un site stratégique, mais ne prouve pas formellement que l'on ait installé là des Sarmates. La mention d'une production destinée à la cavalerie lourde n'est pas forcément un indice. Les cavaliers cuirassés Sarmates étaient habituellement appelés cataphractaires et non clibanaires, ce dernier terme visant plutôt des cavaliers super lourds, sur le modèle perse sassanide. Il n'est d'ailleurs pas sûr que les Sarmates de Gaule aient formé des unités cuirassées. La 6e préfecture sarmate de la notice pourrait être cherchée aussi bien à Auguston Metum, Clermont-Ferrand, Augusta Trevrorum, Trèves, Augustobona III, Autitiodorum Auxerre, Aureliani Orléans, etc. Pire encore, dans certaines éditions, le nom mutilé n'est pas au, mais en. On a proposé Andecavie Angers, mais là aussi les candidats sont nombreux. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.